Merci beaucoup, vraiment beaucoup, Madame Desjardins, de cette présentation substantielle sur la thématique qui est la nôtre, mais aussi sur cette émouvante présentation concernant mes travaux. Je vous remercie beaucoup. Alors oui, donc il m'incombe de planter le décor. Vous avez utilisé l'expression planter le décor. Vous avez confié cette tâche à quelqu'un qui fait métier de philosophie. C'est toujours prendre un risque que d'inviter un philosophe d'emblée. J'ai la satisfaction de parler devant un certain nombre d'amis qui interviendront demain et qui sont, eux, de vrais spécialistes d'intelligence artificielle, qui savent de quoi ils parlent. Vous avez dit à un moment donné que l'intelligence artificielle était peut-être très mal nommée. Et je crois que je vais embrayer là-dessus, si vous voulez, à titre de prélude. L'intelligence artificielle est très mal nommée. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, le concept est flou. Et ce flou est sans doute le symptôme de quelque chose qu'il s'agit précisément de mettre en évidence. Alors, si j'avais à faire une petite mise au point sémantique sur l'intelligence artificielle, je dirais d'abord qu'on n'en parle pas depuis hier, on en parle depuis avant-hier. Ça fait quand même longtemps, disons, la fin des années 1940, on parle d'intelligence artificielle, et longtemps, l'intelligence artificielle était bornée finalement à 3 secteurs. C'était la recherche d'une machine à traduire, c'est une obsession des cybernéticiens des années 40-50. C'était déjà l'engouement pour ce qui allait devenir les jeux vidéo. Et puis, c'était les systèmes experts. Les systèmes experts, effectivement, très tôt, se sont installés dans notre paysage. Et donc, vous, professionnels de santé, vous êtes peut-être les premiers concernés, puisque l'un des premiers systèmes experts qui a fort bien marché s'appelait Médecine, et servait effectivement à délivrer des diagnostics. Donc l'intelligence artificielle, ça a longtemps été considéré comme un outil. Un outil. Et la caractéristique d'un outil, c'est qu'on s'en sert ou qu'on ne s'en sert pas. Vous êtes d'accord avec moi. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est plus ça. C'est plus ça du tout. Et pour le dire brutalement, c'est devenu quelque chose comme... les linguistes appelleraient ça une métonymie, mais c'est quelque chose comme l'appellation générique qui recouvre toutes les transformations que nous espérons ou que nous redoutons des technologies d'aujourd'hui. Quand on parle d'intelligence artificielle, quand Libération titre l'intelligence artificielle au cœur de l'humain, en gros, ce sont les technologies. Des technologies qui sont plutôt cognitives, mais en gros, l'appellation est devenue extrêmement floue, au point que ça n'est plus un outil, l'intelligence artificielle, c'est une culture. C'est devenu une culture dans laquelle nous sommes immergés. C'est une culture qui conditionne effectivement nos espoirs, nos idéaux et ce que nous redoutons de l'avenir. Et le propre d'une culture, c'est qu'on ne s'en dégage pas facilement. L'outil, on le prend ou on ne le prend pas. La culture, on est immergé dedans. Et l'intelligence artificielle, c'est ça pour nous aujourd'hui. Et on doit en prendre acte. On parle de l'intelligence artificielle dans le monde du transport, dans la sécurité, dans la finance, dans la robotique, dans l'enseignement, dans la santé, bien évidemment. Et c'est peut-être autour de cela qu'il va falloir braquer un peu le projecteur. Quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, on a l'habitude d'opposer l'intelligence artificielle faible et l'intelligence artificielle forte. Donc, je donne juste une indication d'emblée, de façon à bien situer les choses. Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle faible, ce sont l'ensemble des dispositifs qui résolvent des problèmes grâce à des algorithmes qui ont le mérite de mettre de l'ordre dans nos données. Au fond, un algorithme, c'est ça. C'est
un dispositif qui fonctionne de manière automatique et qui met de l'ordre dans nos données. Et l'intelligence artificielle faible, au fond, c'est ça. C'est en gros un dispositif qui fonctionne de manière séquentielle, arborescente, hein, de type informatique. L'informatique représente bien, enfin l'informatique la plus simple, représente bien ce que l'on désigne par intelligence artificielle faible. Et puis il y a une intelligence artificielle qui est faible, mais un peu moins faible. C'est celle qui découvre des solutions auxquelles on n'avait pas pensé, nous les humains. Donc on est dans une intelligence artificielle qui est plus proactive, si vous voulez. C'est cette intelligence artificielle qui nous donne à penser que, voilà, il y a des problèmes qui reçoivent des solutions parfaitement inédites grâce aux dispositifs technologiques qui les prend en charge. Et cette intelligence artificielle, elle ne fonctionne pas de manière séquentielle, arborescente, ou pas à pas, mais elle fonctionne souvent de manière parallèle, grâce à des multicouches, comme on le dit parfois. Et cette intelligence artificielle, elle s'inspire non pas de l'informatique, mais du fonctionnement du cerveau. C'est ça sa caractéristique. Donc, intelligence artificielle faible, bon, les sciences cognitives l'ont classée précisément dans ce qu'on appelle le cognitivisme. L'intelligence artificielle un petit peu moins faible, on l'a davantage classée dans le champ de ce qu'on appelle le connexionnisme chez les spécialistes d'intelligence artificielle, pardon, les spécialistes de sciences cognitives. La deuxième intelligence artificielle que j'ai évoquée, bon, c'est celle en gros qu'on a prêtée à AlphaGo, hein, ce dispositif qui a donc remporté et qui continue de remporter la victoire sur le championnat du monde du jeu de Go. Et il y a une troisième intelligence artificielle dont on parle et qu'on a tendance à fantasmer ou à mythifier. C'est cette intelligence artificielle dont on dit, contrairement à ce que vous disiez, Madame Desjardins, dont on dit qu'elle va être consciente d'elle-même, qui sera consciente d'elle-même, qui prendra donc des initiatives et qui fonctionnera avec ce que les spécialistes appellent des heuristiques réflexives de type cybernétique. En tout cas, cette intelligence artificielle, on prétend, au fond, qu'elle sera dotée d'une conscience artificielle. Et les meilleurs spécialistes aujourd'hui de sciences cognitives ou de psychologie cognitive, comme par exemple Stanislas Dehaene, hein, à qui on a confié la présidence du Conseil supérieur de l'éducation nationale et qui est professeur au Collège de France, Stanislas Dehaene travaille très sérieusement sur la conscience artificielle. Et cette conscience artificielle, donc, elle est appelée à équiper ces dispositifs qui seront capables donc de prendre des initiatives. Et je parlais de fantasme tout à l'heure. Eh bien, c'est cette intelligence artificielle, évidemment, qui nous inquiète le plus et qui promet ce que certains transhumanistes appellent la singularité. La singularité, c'est le moment de rupture auquel on est appelé, qu'on situe. Alors, Ray Kurzweil, le pape du transhumanisme californien, prévoyait en un premier temps que ce serait en 2030. Maintenant, il a mis un petit peu de lest. Au fond, 2045, hein, il devrait y avoir une intelligence artificielle qui rendra notre intelligence biologique obsolète. Et ceux qui seront montés dans le train à temps resteront en phase avec cette intelligence artificielle. Ceux qui ne l'auront pas fait, finalement, ne mourront pas tout de suite, mais seront en gros l'équivalent des chimpanzés d'aujourd'hui. Voilà ce qu'on nous dit, ce qu'on nous prévoit, pour le dire de manière extrêmement brutale. Donc voilà, je n'avais pas l'intention de faire ce petit préambule, mais je crois utile, puisque vous me confiez la tâche de
de dérouler un petit peu la toile de fond, voilà les acceptions diverses que l'on rencontre fréquemment lorsqu'on parle d'intelligence artificielle. Mais je pense que Ziad Zalila demain, ou Bruno Bachimon, ou Judith Nicosia préciseront chacun ou chacune dans leur champ les choses. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre d'un philosophe prenant en charge ces questions relatives aux usages numériques, à la digitalisation, à l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'on peut bien en attendre? Assurément, vous n'attendez pas de moi que je me prononce sur les réalisations techniques. Hein. Au fond, ce que vous pouvez attendre de moi, c'est que je vous invite à réfléchir avec moi sur l'acceptabilité de ces réalisations techniques, sur la question de savoir si les produits de l'intelligence artificielle ont une valeur humaine à proprement parler, si elles servent la cause de l'humanité ou si elles ne servent que la cause des machines. Voilà, en gros, ce qu'on peut attendre d'un philosophe sur ces questions-là. Alors, dès qu'on ouvre la porte à ce type de réflexion, bien entendu, on s'attend à ce que l'on adopte une position plutôt critique ou plutôt inquiète. Hein, et de fait, je vais commencer par mettre un petit peu en évidence les craintes qui sont de plus en plus éprouvées et qui sont de plus en plus connues de vous tous, de nous tous. Par exemple, pour ma part, j'ai été très surpris au dernier trimestre de l'année 2018, la CNIL a livré un rapport extrêmement intéressant intitulé « Jusqu'où sommes-nous en train de perdre les commandes ?» Jusqu'où sommes-nous en train de perdre les commandes? Donc la respectable CNIL se prononce là de manière inquiète sur des dispositifs dont elle perd elle-même, la Commission perd elle-même la visibilité. Et puis, bon, c'est très connu, mais vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques années, Stephen Hawking, qui est mort maintenant, avait livré une lettre et ensuite il avait proposé une espèce de manifeste consigné Bill Gates, Noam Chomsky, Elon Musk, enfin des noms qui sont très très connus dans le champ de l'intelligence artificielle. Eh bien, ces gens-là ont livré un manifeste qui a circulé dans toute la communauté scientifique et qui a recueilli des milliers de signatures, un manifeste intitulé, ou plutôt qui annonçait que l'intelligence artificielle, je cite, hein, que l'intelligence artificielle risquait de tuer l'espèce humaine. Tuer l'espèce humaine. Donc vous voyez, c'est quand même gros. Hein, et qu'un homme comme Stephen Hawking qui ne vivait que par l'intelligence artificielle, qu'un homme comme Bill Gates qui ne s'enrichit que grâce à l'intelligence artificielle, que Elon Musk qui est du même tonneau, eh bien, que ces gens-là disent que l'intelligence artificielle risque de tuer l'espèce humaine, c'était quand même un peu fort. Alors quand on lit le manifeste, bien sûr, on s'aperçoit qu'ils ont surtout en vue les utilisations nucléaires, militaires, pardon, de l'intelligence artificielle. Ils disent qu'il y a beaucoup plus de danger dans l'IA que dans le nucléaire, précisément. Mais quand on lit bien leur manifeste, on s'aperçoit qu'ils veulent dire aussi autre chose. Hein. Tuer l'espèce humaine, on peut tuer l'espèce humaine de plusieurs manières. On peut la supprimer physiquement et on peut aussi la priver d'un certain nombre de ses prérogatives qui étaient son privilège dans l'histoire de l'évolution. Et c'est peut-être de cela qu'on peut aussi parler. Alors, plus généralement, le philosophe qui s'intéresse à l'intelligence artificielle, très très vite, quand il le fait de manière critique et documentée, eh bien, il rencontre de fait, et vous avez eu raison, Madame Desjardins, de l'évoquer, il rencontre les ambitions des transhumanistes, hein, qui font une percée dans le monde des sociétés développées. Hein. Quand j'ai commencé à travailler la question, il y a plus de 10 ans,
on considérait que je m'aventurais sur le terrain de la science-fiction et que tout ça, c'était des billevesées. Mais mes collègues de la Sorbonne pensaient que j'étais en train de brader le savoir. Ben, en quelques années, en une petite dizaine d'années, peut-être moins encore, le transhumanisme est devenu presque une banalité. Et les gens savent très bien, en général, ce qu'on entend par transhumanisme. On désigne les groupes d'opinion, les mouvements d'opinion qui considèrent que les sciences et les techniques aujourd'hui nous mettent en mesure de satisfaire toutes les aspirations humaines. Et quand on précise ce que sont ces aspirations humaines, on est un peu dans l'interrogation, puisqu'on nous dit en gros que ce que nous souhaiterions les uns et les autres, c'est qu'on cesse de faire naître les enfants par reproduction sexuée, par exemple, et qu'on préfère largement fabriquer l'humain, faire le bébé à la carte, recourir éventuellement au clonage, mais en tout cas supprimer la naissance. On nous dit aussi que ce que nous souhaitons les uns et les autres, c'est qu'on supprime la souffrance, et là on peut peut-être être d'accord, mais quand on y regarde un petit peu près, cette suppression de la souffrance qu'on nous promet grâce aux neurosciences risque peut-être de nous rendre aussi incapables du plaisir. Et c'est une question qui peut rester aussi en suspens. Et puis on nous dit qu'on souhaite tous ne pas vieillir, et donc les transhumanistes sont évidemment très très désireux que les mécanismes du vieillissement soient mis à jour de telle sorte qu'on puisse supprimer ce vieillissement, et ça va se faire, ça c'est évident. Et puis on nous dit au bout du compte que nous sommes les uns et les autres désireux de ne pas mourir. En gros, si je le dis comme ça, c'est que vous voyez, je mets simplement en évidence cet apparent paradoxe de mouvements d'opinion qui s'appuient sur les sciences et les techniques pour dire que nous voulons satisfaire l'aspiration des humains à ne plus être des humains, puisque ne plus naître, ne plus souffrir, ne plus être malade, ne plus vieillir, ne plus mourir, en gros, c'est cesser d'être humain. Donc c'est ça le paradoxe des transhumanistes qui conduit certains d'entre eux à aller un petit peu plus loin et à se réclamer d'un post-humanisme et dire que finalement, nous sommes peut-être aujourd'hui en train de préparer l'émergence d'une nouvelle espèce qu'on appellera le post-humain, mais qui n'aura plus grand-chose à voir avec ce que nous sommes. Voilà, je ferme la parenthèse sur le transhumanisme, simplement pour vous dire qu'on ne peut pas ignorer les développements de ces ambitions dans une population qui croît et qui effectivement s'attire les ressources des GAFA, tout comme elle s'attire aussi, ces ambitions, l'attention des politiques de plus en plus massive. En gros, pour clore, les transhumanistes, ils voient deux voies possibles à l'humanité, la bionisation ou la cyborgisation. Soit, donc, on va mettre tout en œuvre pour faire advenir l'homme bionique, et l'homme bionique, c'est surtout cet homme dont on aura manipulé le génome de telle sorte qu'il présentera d'autres caractéristiques que l'humain que vous et moi nous sommes. Ça, c'est la voie qui va utiliser très très largement les prouesses des biotechnologies et les découvertes des instruments extraordinaires qu'on a aujourd'hui qui donnent à penser qu'on pourra manipuler les génomes. Ça, c'est l'homme bionique. L'homme cyborg, la cyborgisation, c'est plutôt la vision d'un humain qui aura intégré de plus en plus d'électronique dans son anatomie et qui aura finalement transformé ses facultés grâce à des adjuvants technologiques tels qu'on les prépare aujourd'hui dans les laboratoires de cybernétique, par exemple.
Alors, l'impact de l'intelligence artificielle sur nos vies, sur nos manières de penser, il est évident. Il est évident, mais on prend rarement le temps de se confronter à ces impacts. On nous dit que les algorithmes vont nous faciliter l'existence. Bien sûr. Et ils vont le faire en développant des automatismes dont on sait par ailleurs qu'ils expulsent souvent ce qu'il y a d'humain en nous. Voilà, là encore un paradoxe. Des algorithmes qui vont nous faciliter l'existence grâce à des automatismes qui nient de manière flagrante l'humain. La singularité que j'évoquais tout à l'heure, c'est ça aussi, ce paradoxe, hein, le triomphe d'une intelligence artificielle sur l'intelligence biologique. Madame Desjardins a évoqué le livre que j'ai commis avec Laurent Alexandre, mais Laurent Alexandre, il est surtout connu pour son dernier livre, peut-être, qui s'intitule « Le triomphe des intelligences », que certains d'entre vous ont peut-être lu, et dans « La guerre des intelligences », pardonnez-moi. Et dans ce livre où il argumente son credo transhumaniste, eh bien, il dit à peu près ceci, je vais le citer, notre cerveau, hein, c'est-à-dire notre ordinateur fait de viande, c'est lui qui le dit, hein, ne fait pas le poids contre les cerveaux en silicium. Bon, ça, c'est une banalité. Hein. De fait, notre cerveau n'a pas les capacités des super ordinateurs que l'on produit aujourd'hui. Et alors, il en conclut ceci, pour rester dans la course, et je vous disais qu'il faut rester absolument dans la course, c'est-à-dire en phase avec l'intelligence artificielle si on veut s'en sortir. Alors, pour rester dans la course, l'être humain aura deux choix, d'ailleurs pas exclusifs l'un de l'autre, et je le cite, l'eugénisme biologique et la neuro-augmentation électronique. Alors vous voyez, exposé sur un mode, sur un ton plutôt dramatique, puisqu'on nous dit qu'il y a deux choix, et deux choix seulement, hein, au fond, moi je lis ici le triomphe de cet homme simplifié que j'ai voulu décrire dans un livre, dont je disais de cet homme simplifié qu'il était finalement l'avenir de l'humain lorsqu'il sera livré intégralement aux machines. Qu'est-ce que c'est qu'un humain simplifié à mes yeux? Ben, c'est un individu qui, contraint d'interagir avec des machines, est de plus en plus contraint de se comporter lui-même comme une machine. Plus nous livrons aux machines, plus nous devons nous comporter comme des machines. Vous le voyez bien quotidiennement. Et j'ai sous-titré mon livre « Le syndrome de la touche étoile » parce que bon, j'ai pris cet exemple très sommaire, mais regardez, lorsque vous êtes livré à un serveur vocal, hein, la voix peut être suave, agréable et autre. C'est pas la peine que vous essayiez de jouer la séduction avec cette voix. Hein, bien, c'est pas la peine. Hein. Bon, et bien voilà, c'est ça que j'appelle la simplification. Vous êtes contraint de vous soumettre aux injonctions du serveur vocal, et l'injonction emblématique que j'ai utilisée, c'est la touche étoile. Hein, voilà, donc vous êtes sommé d'appuyer sur la touche 1, 3, la touche étoile, et puis, comme je dis souvent, ça se termine par la petite musique habituelle, hein, avant que ça ne raccroche la plupart du temps. J'exagère, évidemment. Mais en gros, c'est ça, l'humain simplifié. Plus nous serons livrés à des machines, plus nous serons obligés de nous conformer à leur format si nous voulons en obtenir ce qu'elles peuvent proposer. Donc cette simplification de l'humain, vous voyez, c'est aussi une élémentarisation de l'humain. Nous devenons de plus en plus élémentaires au fur et à mesure que nous sommes livrés à des algorithmes de cet ordre. Donc il faut situer, je crois, la réflexion à ce niveau-là. Donc le philosophe, il rencontre les représentations mentales, individuelles et collectives, qui s'attachent
à ces innovations technologiques. Mais sa caractéristique au philosophe, c'est qu'il ne veut pas céder sur les valeurs. Et ne pas céder sur les valeurs, c'est continuer de penser que ce qui est pourrait être autre qu'il n'est. C'est ça. Brandir des valeurs, c'est dire, voilà, le monde est là, mais le monde pourrait être autre que ce qu'il est. Et c'est ce pourquoi il faut tenir aux valeurs. Alors que dans le monde des technologies, en général, on est confronté à des gens qui vous disent les choses sont ce qu'elles sont, hein, il faut entrer dans la course, hein, il faut se soumettre aux faits. Si j'ai eu tant de mal, moi, à m'exprimer avec Laurent Alexandre, c'est que, justement, c'était de cet ordre-là, notre dialogue, si je puis dire. Moi, j'invoquais des valeurs, et lui, il m'assommait de chiffres, en me disant, le monde est là, il y a des chiffres, hein, et quoi que tu fasses, l'évolution, elle est inévitable. On est confronté donc à cette espèce de fatalité technologique, selon donc les technologues échevelés et enclins au transhumanisme, et les valeurs n'auraient plus de sens. Bon, souvent, on campe le décor en disant il y a les bioconservateurs et il y a les technoprogressistes. Les technoprogressistes sont ceux qui considèrent que tous les progrès à escompter sont de l'ordre des technologies, et les bioconservateurs sont censés être ceux qui disent qu'il convient de s'attacher à préserver la nature et la nature en nous-mêmes. Bon, ce que je précise en général lorsque je m'exprime face à des transhumanistes, c'est que si conserver la nature, c'est vouloir conserver le faisceau des possibilités en quoi consiste la nature et auquel s'attachent ceux qui défendent par exemple la biodiversité, si la nature c'est toujours la floraison des possibles, conserver ces possibles, c'est sans doute plus révolutionnaire que de vouloir imposer des formats technologiques à un monde qui se trouvera forcément privé de considérables possibles. Donc, sachons éventuellement mettre les choses en perspective. Alors, on parle beaucoup de la révolution numérique, et Madame Desjardins a employé aussi cette expression. De quoi parlons-nous, au juste, lorsque on interroge le numérique et l'IA? Eh bien, on parle de la montée en puissance donc de technologies, mais ce que je voudrais suggérer, c'est que ces technologies, elles résultent d'une ambition ancienne, d'une ambition quasi métaphysique qu'ont incarné de grands philosophes comme Descartes, comme Leibniz, qui avaient l'ambition de, de décoder l'ensemble du réel, l'ensemble de la réalité. Descartes avait imaginé ce qu'il appelait une mathématique universelle. On l'appelait mathésis universalis. Cette mathématique universelle aurait été une science de l'ordre et de la mesure qui s'appliquerait à tous les champs de réalité. Et pour lui, c'était la médecine, la musique, les mathématiques, la physique, etc. Une science de l'ordre de la mesure qui serait réglée grâce à une clé unique, qui était pour lui l'algèbre. Grâce à l'algèbre, on pouvait envisager une science totalisante. Leibniz fera quelque chose d'analogue quelques décennies plus tard, et il envisagera une caractéristique universelle. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Simplement, je voudrais dire qu'aujourd'hui, on est dans le sillage de ce rêve d'une science totale et d'une maîtrise totale de la réalité grâce à un code. Et ce code, il est tout simple. C'est une procédure unique qu'on appelle la numérisation ou la digitalisation. Ce code, c'est la suite de 0 et de 1
qui permet de s'appliquer à tous les champs de la réalité. Nous convertissons toute chose ensuite de 0 et de 1, et nous détenons l'algorithme qui soumet toute chose au calcul. Donc vous voyez, avec cette procédure unique, nous sommes exactement dans la situation que rêvaient les métaphysiciens, c'est-à-dire nous avons la possibilité d'homogénéiser le monde, de rendre toutes les réalités du monde interchangeables. Toute réalité est réductible à la mesure et au transfert. L'image, le texte, le son, le neurone, l'atome, l'étoile, tout cela ressorti de la même procédure. Nous avons donc la clé qui ouvre la compréhension et la maîtrise de l'univers. Vous voyez, je parle de manière un petit peu emphatique, là, mais pour suggérer la dimension quasi mystique qu'il y a dans les visions et dans le caractère visionnaire de bon nombre de technologies. Je crois que c'est important de le dire. Et puisque je parle de visionnaire, Madame Desjardins a parlé des NBIC. On parle toujours évidemment des NBIC. C'est important pour comprendre l'intelligence artificielle aujourd'hui. Les transhumanistes sont tous impressionnés par un rapport qui a été remis au gouvernement américain en 2003. Un rapport intitulé « Convergence technologique pour l'augmentation des performances humaines ». Ce rapport, il est à notre disposition sur Internet, il fait 400 pages, et il est le produit d'une commande donc, du gouvernement américain qui a été faite à un technologue, un ingénieur et puis un historien des religions, Rocco et Benbridge, comme ils s'appellent. On leur a demandé d'essayer de faire l'état des lieux de toutes les technologies d'aujourd'hui pour nous dire exactement vers où on se dirige. Et ils ont fait ce travail. Ils sont allés enquêter dans tous les secteurs d'activité scientifique et technique ou technoscientifique. Et ils ont découvert qu'au fond, on assistait aujourd'hui à une convergence de 4 technologies nouvelles. Cette convergence est en train, à leurs yeux, de façonner l'humain de demain. Et ces 4 disciplines sont d'abord les nanotechnologies, donc le travail de la matière au 1 milliardième de mètre, les biotechnologies, donc tout ce qui concerne les PMA, mais aussi la génomique et tout ce qui concerne les manipulations donc, génétiques, l'informatique, NBI, informatique au sens large, tout ce qui concerne le traitement de l'information. Et puis C, les sciences cognitives et puis les neurosciences. Donc ces 4 disciplines sont présentées comme conditionnant tout le devenir de l'humain. Mais ce qui m'intéresse ici de vous dire, c'est qu'il y a un manifeste qui ouvre ce rapport de 2003. Et ce manifeste, il est quasiment le catéchisme des transhumanismes. Les premiers mots de ce manifeste sont les suivants. Nous sommes à la veille d'une renaissance. Renaissance, avec un grand R. Et comme c'est sans doute l'historien des religions qui a rédigé ce manifeste, on peut prendre au sérieux le terme renaissance. Nous sommes à la veille d'une renaissance. Il faut savoir que la renaissance, vous le savez aussi bien que moi, se pense d'abord comme en rupture avec le Moyen-Âge. Eh bien là, la renaissance qu'on nous prépare, elle va être en rupture avec le monde qui est le nôtre aujourd'hui, à l'évidence. Et la renaissance européenne du XVIe siècle, elle était aussi basée sur la conviction qu'on allait totaliser le savoir. On était à la veille de totaliser le savoir. Pic de la Mirandole considérait qu'il détenait l'ensemble du savoir. Eh bien, les auteurs du manifeste NBIC, comme on l'appelle maintenant, ils le disent. Nous avons aujourd'hui un savoir de l'infiniment petit extraordinaire. Et nous avons les moyens de prospecter, d'accroître ce savoir de l'infiniment petit. Nous avons les nanosciences.
Nous avons le savoir de l'infiniment grand. Nous connaissons de plus en plus de choses en matière d'astrophysique et nous avons des instruments comme Hubble et d'autres choses qui nous permettent d'espérer en savoir toujours davantage. Et puis, à la croisée de l'infiniment petit et de l'infiniment grand, nous avons un savoir de la chose la plus complexe qui soit peut-être, le savoir du cerveau. Le cerveau. Eh bien, voilà, la totalisation du savoir, elle est à notre portée. Donc, tout cela pour dire que cette dimension quasi mystique, elle est très très présente dans les travaux des technologues qui font notre quotidien d'aujourd'hui. Quand on met en perspective cette révolution numérique, et vous voyez, révolution numérique, pourquoi? Donc, application de ce code unique qui est la numérisation, hein, et application à toute réalité, eh bien, quand on met en perspective cette révolution numérique, quand on la met en perspective par rapport à quelque chose comme une révolution métaphysique, celle du cartésianisme ou de Leibniz, on peut poser légitimement la question de la destination de l'humain. Et de fait, il faut, je crois, ne pas hésiter à poser cette question-là. Qu'en est-il de l'humain dans le contexte de cette révolution numérique? Quelle est, au fond, sa destination? Alors on peut évidemment s'adresser à la philosophie, mais on peut s'adresser aussi à la paléoanthropologie. Et je trouve que les travaux des paléoanthropologues sont extrêmement intéressants. Que nous disent ces paléoanthropologues? En gros, ils nous disent que l'hominisation s'est faite grâce à deux instruments ou à deux facteurs. D'une part, le langage et d'autre part, l'outil. La parole et l'outil. Nous avons donc inventé des outils et nous avons cru évoluer grâce à l'invention de ces outils. Et puis, nous avons le langage qui a toujours permis de réguler les sociétés et éventuellement de réguler les progrès sur le front des outils. Et toute l'histoire de l'Occident consiste à tempérer l'un par l'autre l'outil et le langage. Et on peut trouver trace de cette volonté de tempérer l'un par l'autre, par exemple au XVIIIe siècle. Le siècle de Lumière, quand vous ouvrez l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, vous êtes frappé par le fait que cette encyclopédie, elle est pleine de plans de machines, de technologies, etc. C'est presque le manufacture de Saint-Étienne, hein, donc j'exagère, mais à peine. Et quand on lit l'article Art manuel de Diderot, que dit Diderot en gros? Il dit que l'humanité va mal parce qu'elle est en train de déséquilibrer les choses. Elle donne tout le poids aux arts libéraux, c'est-à-dire aux arts de la parole, et elle écrase, elle amoindrit les arts manuels. Voilà ce que dit Diderot au XVIIIe siècle. Et il invite ses contemporains à essayer de rectifier le tir, à redonner de la valeur aux arts manuels, sans pour autant, évidemment, brimer les arts de la parole. Au fond, il est à sa manière quelqu'un qui milite pour la réintroduction des arts manuels dans les cursus scolaires ou universitaires. Et en 1960, un Anglais a introduit ou intronisé une discussion qu'on a résumée sous le titre « Les deux cultures », hein, culture manuelle, culture intellectuelle. Si je dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui, l'inquiétude de Diderot s'est inversée. Nous sommes conduits à nous demander ce qu'il va advenir du langage. Parce que nous hypertrophions la part du technologique au détriment du langage. Et nous le faisons de manière quelquefois délibérée. Vous savez, parmi les technologues acquis au transhumanisme, vous en avez certains qui considèrent que le véritable progrès consisterait à nous débarrasser du langage.
Nous, les humains, nous parlons trop. Et pour certains, l'histoire des guerres recoupe l'histoire du langage. Ce langage, je vais prendre un exemple. Kevin Warwick, qui est un cybernéticien très très connu au Royaume-Uni, hein, tu la connais bien, Judith. Kevin Warwick, quand vous allez sur Internet, vous découvrez qu'il se présente comme le premier cyborg au monde. Il est très très fier de lui parce qu'il travaille beaucoup à développer des implants intradermiques en attendant de faire des implants intracérébraux à la manière de Ben Habib à Grenoble. Et il donc s'implante quantité de puces électroniques et il montre à qui veut le voir à quel point il peut maîtriser son environnement grâce à ces puces, à ces capteurs, à ces émetteurs récepteurs d'ondes électromagnétiques. Et il voit là la préfiguration du cyborg. Mais ce que fait également cet homme, c'est qu'il s'entête à vouloir faire en sorte d'établir une communication cerveau-cerveau. Il se dit qu'après tout, si à la faveur des ondes électromagnétiques, on peut se mettre en rapport avec des machines, on doit pouvoir se mettre aussi en rapport avec des cerveaux. Donc, convertir les circuits synaptiques liées à nos facultés cognitives en ondes électromagnétiques, de telle sorte qu'elles soient reçues par d'autres cerveaux, et vous réalisez quelque chose comme une télépathie universelle. Et il le fait. Hein. Bon, il a déjà équipé sa femme de certains capteurs, hein, et il rêve de ne plus avoir à dire « chérie, passe-moi le sel », simplement penser, hein, convertir ces circuits synaptiques liés à la pensée « chérie, passe-moi le sel » et obtenir la réponse. Bon, et il fait des progrès sur ce terrain-là. Mais vous voyez, le symptôme de ça, c'est effrayant. Quand vous parliez de déshumanisation, la déshumanisation, elle consiste là à faire l'impasse sur le langage, au motif que le langage serait la cause de tous nos malheurs. Je vais aller un peu plus vite parce que je me rends compte que je suis trop bavard. Mais sur ce point-là, je voudrais introduire une distinction qui me paraît importante. C'est la distinction entre ce qui est signal et ce qui est signe. Les deux termes ne sont pas interchangeables. Un signal, c'est un message qui est émis et qui est reçu par quelqu'un qui va répondre non pas par un signal, mais par un comportement. Le feu rouge est un signal, et il n'attend d'autre réponse de ma part que celle qui consiste à m'arrêter. Nous développons, à grande échelle, des technologies du signal. Nous ne faisons que cela. Tout est signal dans le monde technologique qui est le nôtre. Même quand, quelquefois, on essaye de travestir le signal à travers la voix d'un agent conversationnel. Il s'agit néanmoins toujours de signal. Nous, les humains, nous émettons des signes. Nous émettons des signaux pour une part, mais nous émettons surtout des signes. Quand nous parlons, j'émets un message auquel vous allez répondre peut-être tout à l'heure par un autre message. Nous échangeons, nous dialoguons. Et le dialogue est toujours une aventure, une conversation est toujours une aventure. Eh bien, aujourd'hui, ce que prétendent nos technologies, c'est supprimer l'aléa du dialogue, supprimer l'ambiguïté des signes pour lui substituer des signaux. Le monde du signal qui entend imposer la transparence est un monde qui s'établit sur et contre le monde du signe, qui était celui, au fond, de l'humanisme traditionnel et qui mettait en avant la composante d'échange dialogué comme la caractéristique propre de l'humain. Je conclurai sur ce terrain-là tout à l'heure. Alors, tout ce que je raconte, au fond,
est presque marqué au coin du bon sens. Et je crois que le sens commun nous permettrait sans doute de nous économiser quantité de craintes, mais aussi d'étayer certaines de nos réserves relativement à l'intelligence artificielle prise au sens large. Par exemple, je vais prendre 3 exemples. La croyance dans le fait que l'humain est devenu le maillon faible dans les sociétés technologisées. Le sens commun devrait se braquer contre cette affirmation. Affirmation qui est ancienne. Dès le début du XXe siècle, on l'entend dire. Dans l'entreprise, le maillon faible, c'est l'humain. Bon, et aujourd'hui, on ne cesse de creuser et de dire un peu plus cette chose. Le sens commun devrait avoir son mot à dire pour aller à l'encontre de cette espèce d'ancienne, de cette espèce de leitmotiv. Vous avez sans doute tous vu, vous avez entendu parler du dernier rapport, ou d'un des derniers rapports de l'OCDE, premier trimestre 2009, oui, donc c'était il n'y a pas longtemps, qui met en évidence le fait que seuls 13% des emplois résistent à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire 87% des activités que nous menons aujourd'hui dans les sociétés peuvent être effectuées de manière bien plus efficace par de l'intelligence artificielle. Bon, ça, c'est une donnée, effectivement, chiffrée, contre laquelle le sens commun devrait peut-être s'exprimer. Deuxième champ de considération, c'est la santé, c'est votre domaine. Je crois que c'est peut-être dans le domaine de la santé que le sens commun, c'est-à-dire Madame Michu, si vous voulez, s'inquiète le plus. Le sentiment qu'on ne fait plus droit au dialogue dans la relation médecin-patient, ce sentiment-là, il est de plus en plus répandu, vous le savez comme moi. Combien de patients se plaignent de découvrir que leur médecin ne les regarde plus, il passe son temps sur l'écran qui lui fait face ou sur les images. Mais la composante de dialogue est en train de disparaître au profit des machines et au profit des résultats escomptés par les machines. Comme si donc le langage ne suffisait plus qu'à produire des effets utiles. Le langage doit être utile. La santé, je crois qu'elle est aujourd'hui perçue par le sens commun comme au prix de l'escamotage de la relation clinique, c'est-à-dire dialoguer entre le médecin et son patient. On intègre des objectifs qui ne sont plus spécifiquement humains, mais qui sont assignés aux vivants. Certains se disent qu'aujourd'hui, la médecine, cette médecine connectée, personnalisée, prédictive, c'est-à-dire cette médecine sans phrase, sans souci symbolique, cette médecine qui considère la maladie comme une panne, comme une simple panne, eh bien, cette médecine-là, elle s'adresse au vivant, mais pas à l'humain. C'est un vrai problème. Et il importe de bien percevoir ce problème-là. Une médecine qui vise à s'assurer le bon fonctionnement des métabolismes, cette médecine qui considère l'organisme comme un algorithme, cette médecine, elle ouvre le champ à une approche vétérinaire de l'humain. Alors évidemment, bien sûr, on vous dit souvent que l'intelligence artificielle dans le monde de la santé, c'est formidable, puisque les machines vont faire des choses magnifiques, lire les radiographies, opérer les prostates, etc. Et ça va dégager du temps pour ménager la relation humaine avec le patient. C'est ce que vous entendez dire, bien sûr. Bon, mais il faut vraiment être naïf pour croire une telle chose.
il faut penser qu'on n'est pas dans une logique comptable où on amputera très facilement cette relation dialoguée. Déjà, la médecine à l'acte était déjà, si je puis dire, l'acte de décès de la relation clinique. J'exagère, mais à peine. De cela, on pourra peut-être parler. Le troisième exemple que je vais prendre, c'est l'exemple des activités de service, mais je vais aller très très vite là-dessus. Ces activités de service qui sont de plus en plus confiées à des dispositifs numérisés, livrés aux algorithmes, constituent réellement aussi un champ de déshumanisation souvent inquiétant. Dans mon livre « L'homme simplifié », je parle de la servitude volontaire qui est la nôtre, parce que nous sommes dans une situation de servitude volontaire. Nous consentons à la multiplication des dispositifs qui font l'impasse sur les échanges humains qui sont informels. Donc là, il y a aussi pas un mea culpa à faire, mais en tout cas une prise de conscience à avoir. Cet engouement pour les machines, il est favorisé évidemment par tout un chacun. Alors je vais aller peut-être vraiment sur ma conclusion. Est-ce qu'on doit être forcément critique? Est-ce qu'on doit forcément fustiger tous ces progrès technologiques? Madame Desjardins m'a fait l'amitié de vous dire que je ne suis pas technophobe. Donc, contrairement aux apparences peut-être, je crois qu'on peut se féliciter de bien des progrès, et en particulier évidemment dans le domaine de la médecine. Ce que je critique sur le terrain des professions de santé, c'est qu'elles sont souvent le cheval de Troie du transhumanisme. Le transhumaniste, ils ont fait leur percée dans l'opinion publique en mettant en avant le thème de l'humain augmenté et de la longévité. Bon. Mais je crois que, on peut se féliciter évidemment d'un grand nombre de progrès médicaux, de même que je serai le dernier à être critique à l'égard de l'accès aux informations que permet le web, puisque je ne travaille évidemment plus que grâce aux connaissances que me livre Internet. Donc je crois qu'il ne s'agit pas d'être systématiquement critique, mais il ne faut pas se payer d'illusions. Et il faut tâcher d'évaluer les transformations que nous sommes en train de laisser se développer dans nos organismes et dans nos têtes. Et de ce point de vue-là, je vous conseillerais d'être, par exemple, attentif aux propos de gens qui sont des internautes de la première heure. On a publié il n'y a pas très longtemps en traduction le livre de Nicolas Carr qu'on a intitulé en français « Internet nous rend-il stupides ?» Et le livre est absolument sérieux et intéressant, puisque dans ce livre, on met en avant la montée en puissance d'un concept que l'on découvre de plus en plus à l'œuvre dans les entreprises, le concept de stupidité fonctionnelle, et qui met en évidence que dans certains champs d'activité entrepreneuriale, on déconseille les intelligences et on veut d'abord et avant tout de la réactivité. La réflexion est disqualifiée au profit de la réactivité. Dans les milieux financiers, par exemple, c'est quelque chose que l'on voit vraiment se développer. Nicolas Carr, c'est un homme qui a eu tout à coup une inquiétude. Il s'est aperçu que la pratique des écrans, la pratique intensive des écrans telle qu'il la mène depuis de nombreuses années, puisqu'il a été l'un des internautes de la première heure, eh bien, cette pratique intensive le met en situation d'infirmité par rapport à des compétences cognitives qu'il avait. Je résume simplement. Il dit « Je me suis effrayé le jour où je me suis rendu compte que je n'étais plus capable de lire Guerre et paix de Tolstoï. » Voilà. Je n'ai plus les circuits synaptiques qui permettent cette lecture profonde et cette lecture prolongée.
Ma pratique des écrans a fait migrer certains de mes circuits synaptiques et me rend incompétent sur le terrain qui m'a fait grandir, c'est-à-dire le terrain des humanités. C'est un constat. C'est un constat qu'il fait. Et en même temps, c'est un cri peut-être d'alarme si on tient, évidemment, aux humanités, à la lecture profonde et à Tolstoï. Mais on peut très bien rétorquer, comme m'a rétorqué Laurent Alexandre, à qui je faisais cette réflexion. Il me dit, mais qu'est-ce que tu m'emmerdes avec Tolstoï, avec Stendhal et autres. Grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir faire des centaines de Tolstoï, des centaines de Stendhal. Donc, pas de panique. Bon, évidemment, on peut réagir comme cela. Mais je crois néanmoins que s'il s'agit de défendre ces valeurs, ce que je fais évidemment devant vous, il faut être un peu plus vindicatif que cela. Vous savez, le thème du transhumanisme, il est intervenu en philosophie en 1999 exactement, au cours d'un colloque qui était consacré à la lettre sur l'humanisme de Heidegger, un texte célèbre de Heidegger dont on fêtait l'anniversaire, et se sont réunis là des philosophes, dont un Allemand nommé Sloterdijk. Sloterdijk, qui commentait donc la lettre sur l'humanisme de Heidegger et qui décrivait l'humanisme comme dans le monde gréco-latin, l'échange de lettres que vont se faire de plus en plus des lettrés, qui vont progressivement constituer quelque chose comme une espèce de collège invisible et qui vont créer une communauté d'affinité qui va se nommer, se baptiser elle-même humanisme. Et Sloterdijk disait l'humanisme dont nous sommes les produits, il avait un médium fondamental qui est l'écrit. L'écrit. Et aujourd'hui, ça passe plus. L'écrit n'a plus la force qu'il avait. Il est remplacé par d'autres stratégies. Et il pose la question, quel médium doit-on trouver aujourd'hui pour espérer que l'humanisme ait un avenir? Et sa réponse, c'est évidemment le numérique. Va-t-on fonder un humanisme sur le numérique? C'est ça la question. Et vous avez sans doute compris ma réponse pour ce qui me concerne. Tant que je ferai cette distinction entre les signes et les signaux, je penserai qu'il n'est pas possible de fonder un humanisme sur le numérique. On va sans doute développer des humanités numériques, c'est-à-dire des outils qui vont nous permettre d'indexer, de référencer, de diffuser les corpus de la tradition. C'est ça, on appelle ça les humanités numériques. Mais les humanités numériques ne sont pas humanistes. Donc je crois que je vais résumer la chose de manière peut-être brutale. Je crois que aujourd'hui, les technologies numériques nous conduisent à évacuer ce qui faisait la spécificité de l'humain. Et vous avez compris que pour moi, l'humain, ce n'est pas le vivant. Le vivant, c'est la condition nécessaire, mais pas suffisante pour qu'il y ait de l'humain. Je posais tout à l'heure la question de savoir qu'est-ce qu'est encore l'humain? Peut-on encore définir l'humain? Je crois que oui, on peut encore définir l'humain. Et on peut le définir par 3 propriétés que je regroupe sous un chapeau que j'appelle la fonction symbolique. Ces 3 propriétés que l'humain possède, à la différence de l'animal, à la différence de la machine, c'est d'abord le langage. Ce langage particulier qui nous permet de dire ce qui n'est pas. C'est ça que produit le langage d'abord. Nous pouvons dire ce qui n'est pas. Nous pouvons dire ce qui sera. Nous pouvons dire ce qui a été. Nous pouvons dire ce qui pourrait être. Nous pouvons donc rompre avec l'immédiateté de la nature, dépasser cette immédiateté et aller au-delà.
cette performance du langage, elle est sans doute inédite. Première chose, donc nous possédons ce langage, fait de signes, fait de dialogues et fait de contrefactualité. La deuxième chose, nous possédons une intelligence que n'ont pas les animaux et que n'ont pas vraisemblablement les machines. Cette intelligence, n'importe quel éducateur sait ce qu'elle est. C'est l'intelligence qui conduit à apprendre à un enfant à résister aux automatismes de ses instincts. Nous avons une intelligence qui nous permet de dire non aux automatismes. Ça, c'est extraordinaire. Et les théoriciens de l'intelligence artificielle devraient s'en aviser. Cette intelligence, elle va à l'encontre même des prétentions de l'intelligence artificielle. La troisième faculté que nous avons, c'est que nous sommes capables de faire des choses qui ne servent à rien. Et ça, c'est extraordinaire. Nous pouvons jouer, nous pouvons écrire de la poésie, nous pouvons faire des choses qui échappent aux impératifs de l'utilité. Donc vous voyez, 3 traits que je résume par la fonction symbolique, 3 traits qui sont menacés par la culture numérique que nous développons, puisque la culture numérique porte atteinte à notre langage. La culture numérique donc, noie notre intelligence spécifiquement humaine derrière une intelligence faite d'automatisme, et la culture numérique nous immerge dans un monde où tout doit être rentable, nos données, etc. Donc je crois que c'est ma conclusion, si vous voulez. À l'heure où nous réalisons que le monde est loin d'être homogène, à l'heure où nous réalisons que les références ne sont pas universellement partagées, à l'heure où nous voyons que des fractures se multiplient dans les sociétés technologisées, eh bien, je crois qu'il est important de s'attacher au sens commun, de revendiquer le sens commun. La surenchère technologique, l'application sans mesure du digital n'est peut-être pas sans dommage. Application sans mesure du digital, il n'y a pas un jour dans l'actualité où l'on ne découvre que cette application du digital suscite des résistances. Moi, je me suis réjoui, il n'y a pas très longtemps, d'un article qui nous racontait que certains hôtels aux États-Unis qui ne sont gérés plus que par des robots, eh bien, ils sont fuis par la clientèle. Et je dis bravo, c'est tant mieux, c'est très bien. De même que j'espère qu'on fuira les grandes surfaces qui, à la suite d'Amazon, prétendent évacuer toute trace d'humain dans les rayons. Donc, tout ce qui est techniquement réalisable ne doit pas forcément être réalisé. Je crois que c'est ça, peut-être, la vraie leçon. Hein, cet axiome, tout ce qui est techniquement réalisable sera réalisé, quoi qu'il en coûte moralement, c'est un physicien qui a énoncé cela au lendemain de la bombe atomique. C'est Gabor, hein, un physicien qui donc, tirait la leçon précisément de la bombe atomique. Et ben, je crois qu'il faut essayer de lui donner tort. Tout ce qui est techniquement réalisable ne doit pas nécessairement être réalisé. Et je pense que donc, dans mon livre « L'homme simplifié », j'essaie de conclure par une note optimiste en disant que, pour ma part, je crois dans les vertus de la littérature, un langage précisément qui ne sert à rien et qui dit ce qui n'est pas, la fiction. Je crois beaucoup dans la littérature, dans les cursus d'éducation. Hein, et je suis comme une collègue américaine qui s'appelle Martha Nussbaum, qui travaille dans une université de technologie et qui dit qu'il est au plus haut point nécessaire d'enseigner la littérature aux étudiants pour tâcher de réouvrir leurs yeux intérieurs, comme elle dit assez joliment. Eh bien, je crois que c'est important, et je le dis avec une touche de dramatisation, en considérant les ambitions qu'on a aujourd'hui
au niveau du ministère de l'Éducation, où l'on considère que grâce aux neurosciences, on a sans doute la clé qui va permettre de rendre scientifique la pédagogie et de résoudre le problème de l'éducation. Je trouve ça absolument terrifiant. Je crois qu'il n'y a pas d'éducation sans dimension socialisante des apprentissages. Je crois qu'il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de structuration psychique de la personnalité des enfants sans une confrontation au tiers. Et si l'on confie exclusivement aux neurosciences le soin de révolutionner l'éducation, je crains qu'on accroisse cette désubstantialisation ou déshumanisation des humains dont nous menacent parfois les machines. Voilà. Pardonnez-moi d'avoir été long et peut-être un peu plombant.